On va maintenant passer à la période de questions. J'inviterai Michel et Martin à retourner à leur siège. Catherine va rester avec moi sur scène parce que on va prendre... Il y a 2 micros qui vont se déplacer pour les 20 prochaines minutes. On aura aussi des questions si vous nous écoutez en ligne. N'hésitez pas à nous envoyer des questions qui nous seront relayées et on va donc les répartir. Catherine sera un peu la répartitrice en chef pour savoir si votre question n'est pas nécessairement adressée à une personne en particulier. Donc, on répartira ça, on l'enverra vers la personne qui est la mieux outillée pour y répondre. On a une question ici dans le fond, ici, oui, monsieur. On va commencer avec monsieur là-bas. Et on a une question, oui, ici. On va commencer avec ces deux-là, oui. Puis allez-y de manière assez succincte, donc avec votre question. OK. Dans les pays européens, il y a certains pays aussi qui ont des tramways. Moi, je me suis renseigné au début du 20e siècle, il y avait plein de tramways. Puis à partir des années 40, 1940, ils ont tout enlevé pour faire place aux automobiles. Ça va être... D'où ma question. Oui. Comment se fait-il qu'on a enlevé ça? Puis peut-être qu'on pourrait poser la question à savoir, parce que je sais qu'à Québec, notamment avec le tramway, Catherine, on y est revenu récemment. C'est très intéressant comme remarque, parce qu'il y a des gens qui disent que ça n'a pas de bon sens. On a l'hiver, s'il y a de la slush et tout ça, on ne peut pas remettre du tramway à Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est-à-dire que la question, et c'est une question qui est déduite de la compréhension des besoins de mobilité. Hein. Quand on regarde des corridors de transport, puis on regarde la quantité de personnes à transporter, on peut faire différents choix technologiques. On peut mettre un bus à haut niveau de service, on peut mettre un trolley, un tramway. Il y a plusieurs modalités techniques. Puis là, on va regarder quel est le type de technologie qui va le mieux répondre aux besoins. On peut aller jusqu'au métro quand on a vraiment des corridors importants. Je ne suis pas certaine que j'ai compris la réponse. Pas la réponse. La question, c'est-à-dire que est-ce que la question, c'est pourquoi on les a démantelés? J'ai ouï dire qu'il y a eu quand même un lobby de l'automobile qui a racheté certaines lignes pour les démanteler aux États-Unis. Il y a eu un rapport là-dessus aux États-Unis, là, le rapport Buchanan, il me semble. Vous savez, on a fait plein de choses dans les années 60. On fait encore plein de choses, puis je suis sûre qu'à posteriori, on va se demander pourquoi on avait ces idées-là. Mais oui, vas-y, Michel. Vous bien? Oui. Non, donc, on a démantelé les métros, pas les métros, les tramways. Il y avait 500 km de tramways électrifiés à Montréal. Essentiellement, c'est que c'était des compagnies privées qui étaient propriétaires. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on avait désinvesti. Les rails étaient en mauvais état, les voitures étaient en mauvais état, et les compagnies privées ont demandé au gouvernement, on voudrait reconcessionner pour 35 ans, puis on va réinvestir et monter les tarifs. Puis les gouvernements en Amérique en général s'y sont opposés. Et toutes les sociétés de transport qui étaient privées ont été municipalisées au Québec, c'est sous Maurice Duplessis en 1951. Et après, effectivement, il y a eu un lobby des manufacturiers de bus et de voitures et de pneumatiques qui ont encouragé le démantèlement. Et on présentait le bus comme quelque chose de beaucoup plus intéressant parce qu'il allait vous chercher sur le côté de la rue. Vous n'aviez pas à vous présenter au centre de la rue. Et les petits chars, je peux vous dire que quand il y a un petit char qui bloquait sur Sainte-Catherine, puis qu'il était bloqué, puis qu'il y en avait 5 parce qu'il n'y avait pas d'aiguillage, c'était pas si simple. Mais c'est un mode très intéressant dans une palette structurante dans une ville. Il en reste un peu, je pense, à Saint-Constant. Hein? Il y a des tramways... originaux, si on veut retourner dans le temps. Merci beaucoup pour cette question. On va passer ici, oui, monsieur, et on a une question en ligne après ça. Bon, bonsoir. La solution à vos problèmes, là, elle a déjà existé. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Moi, je me suis revenu à Montréal. Il y avait bien que je restais en région. Puis moi, je suis quelqu'un que... J'ai été élevé à Montréal, j'y suis pas né, je tiens à le dire, mais je suis arrivé tellement vite que je ne me rappelle pas de l'autre place où je suis né, là, parce que je suis arrivé extrêmement jeune, puis j'ai vécu sur la rue de Lorimier. Sur la rue de Lorimier, il passait des tramways. Des gros tramways, là, les espèces de grosses patentes là, beige là, et rouge vin, là, qui étaient bâtis comme des chars d'assaut, des bateaux avec des gros rivets, là, puis qui avaient de la misère à freiner, puis qui étaient tout le temps arrêtés parce que le trolley débarquait, puis au bedon, il y a quelqu'un qui était mal stationné ou un camion qui faisait une livraison, puis là, le tramway ne pouvait pas tourner puis passer à côté. Fait que c'était l'enfer. En plus de ça... C'est quoi la solution que vous proposez? En plus de ça, là,
on vivait en dessous d'une toile d'araignée, là, toute noire. Là. Il y avait des fils partout, là. Puis après ça, il y a eu un progrès qui a été amené à Montréal. C'est les autobus avec des trolley. Ça avait beaucoup plus d'allure parce que ça se tassait, ça allait avec le trafic. Donc, vous pensez que les trolleybus pourraient être éventuellement une solution à des problèmes? L'autobus électrique, c'est bien plus intelligent que des tramways. On n'a pas parlé, ça, des trolleybus. Merci pour votre question, monsieur. Est-ce que les trolleybus, effectivement, on sait qu'il y a des endroits qui en ont. Est-ce que c'est à Toronto que j'ai cru en voir? À Vancouver également. Est-ce que les trolleybus, ça peut être intéressant? Je pense qu'il faut quand même rappeler qu'un bus, c'est un bus. Et les modes de transport en commun peuvent être avec guidage ou sans guidage. Et après, on parle de la source d'énergie. Quand on est en trolley, c'est parce qu'on a une alimentation aérienne. Peut-être que c'est plus nécessaire de faire l'installation de fils pour faire de l'alimentation électrique. Il y a différentes sources, il y a différentes technologies, mais à la base, c'est un véhicule avec une capacité qui peut avoir un guidage ou non, donc un rail ou pas. Et évidemment, les deux modes vont répondre à des besoins différents. Ils vont avoir des capacités très différentes aussi. Parce qu'on ne transporte pas la même quantité de personnes avec un bus / tramway, parce que c'est le même, pas tramway, mais trolley, qu'avec un tramway. Un tramway, il y a plus de capacité. Ben oui, fait que ça dépend vraiment des besoins en termes de mobilité. Et puis, il faut vraiment penser qu'à travers les années, il y a eu une grosse révolution dans l'alimentation qui peut être faite au niveau des bus et des véhicules de ce type-là. Là. Je suis ingénieur, je connais ça très bien. OK. Mais est-ce que vous avez une autre question? Bon, c'est pas une question, là. C'est une chose, vous dire que la solution à votre autre problème qui vous enrage, là, elle a existé. À Montréal, dans l'Est, en tous les cas. Quand je suis arrivé, moi, justement, en 84, là, ce qui m'avait fait venir, c'est que j'ai été professeur à l'École de technologie supérieure. Ah. Bon. Alors, on se ressemble un petit peu, là. Alors, à ce moment-là, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai voulu me bâtir une maison. Puis là, j'ai découvert... On va prendre votre question, oui, monsieur, s'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît. Non, mais on a beaucoup d'autres questions, monsieur. Ça serait important. Qui ont existé avant vous. Non, mais monsieur, il faudrait que vous posiez votre question, s'il vous plaît. La réponse à ta question, son problème il a existé, parce que la Ville de Montréal avait fait un programme qui disait, tu te bâtis une maison, mais tu stationnes tes automobiles sur ton terrain. Tu ne laisses pas les automobiles dans la rue. Bien, à ce moment-là, c'est chacun qui payait pour son stationnement et non toute la ville. Oui, effectivement, mais c'est peut-être pas applicable partout. Mais à ça, ils ont viré ça de bord, puis chaque maison qu'ils bâtissent, ils disent un automobile stationné seulement dans l'entrée du garage s'il y en a un, ou bien non, tout dans la rue. Bon, mais merci beaucoup. On passe à un autre point, je pense. Merci. Merci, monsieur. Merci. On va passer une question en ligne et après, une question en arrière ici. Donc, on a Julie qui nous demande, en fait, c'est une question qui vient d'une diapo qu'elle a vue. Elle nous dit, la diapo qui indique que 27 des automobilistes qui se disaient prêts à délaisser leur voiture pour prendre le transport en commun, et il y en a 48 qui seraient prêts à le faire si le transport en commun répondait davantage à leurs besoins. Elle dit, ce 48 %-là me semble bien peu. Il dit, il me semble que ce faible taux indique que l'amélioration de l'offre en transport en commun est insuffisante et qu'il faut qu'il y ait des contraintes pour que plus de gens délaissent leur voiture personnelle. J'aimerais entendre les panélistes à ce sujet. Quand même. Oui, tournez-vous, oui, s'il vous plaît. Est-ce que votre micro fonctionne? Oui. Ah, c'est bon. Donc, c'est sûr, nous, on a eu un petit peu la même réaction que cette personne-là, en fait, parce que finalement, on s'est dit, on est prêt, si les solutions existaient, on a l'impression que 80 % des personnes pourraient nous dire, finalement, je vais prendre le transport en commun si ça existe, vu que c'est la priorité numéro 1 des... Mais là encore, on le voit, il y a l'aspect pour le Québec en général, donc un choix collectif d'avoir plus de transports en commun. Mais quand on parle au choix individuel, et la personne a raison, finalement, des fois, on va peut-être avoir une volonté de changer, mais pas changer 100 % de nos comportements. Donc, je pense que les incitatifs doivent être en effet à la bonne place. C'est une très, très bonne question. Oui, un incitatif, c'est ça qu'il y a peu d'incitatifs à laisser l'automobile. Je pense que ça dépend des contextes. Là. On comprend que le baromètre est à l'échelle du Québec.
Et les contextes sont totalement différents dans les régions du Québec, même à l'intérieur de la région de Montréal. Là, quand on habite en périphérie ou au centre, c'est totalement un enjeu différent. Là. On peut avoir la moyenne au niveau du Québec, ça ne permet pas vraiment de comprendre l'enjeu, mais oui, il faut offrir des alternatives. Et je répète, la politique, c'est à l'échelle du Québec, la cible de 70 des gens qui ont accès à 4 alternatives. Alors, c'est tout un défi à aborder. C'est ambitieux. Oui. Hein, ouais. Merci beaucoup. Merci, Julie, pour votre question. D'ailleurs, on prend d'autres questions en ligne si vous en avez. Oui, on en a une ici en arrière. Oui, Alors, allez-y, monsieur. Bonsoir. J'aimerais ça, en fait, avoir votre avis sur le REM. Ah, Donc, je sais que c'est peut-être une question qui est un peu touchée. toute simple. Sujet. Est-ce que l'avis sur le REM? Qui veut se mouiller sur le REM? Alors, on voit des gens qui sifflent en avant. Non. En fait, il y a peut-être une Allez-y, chose qu'on Catherine. peut dire, c'est que les Québécois se sont prononcés parce qu'ils ont dit qu'on doit investir dans les projets de transport en commun structurants. Donc, en ce sens, je pense que c'est en phase avec l'opinion générale du Québec. Outre cela, je pense que le dossier est vraiment compliqué parce qu'on peut sortir des éléments positifs et négatifs. Je dirais que de façon globale, quand on parle d'investir dans le transport en commun, c'est quand même rafraîchissant. Je vais le dire tout bêtement comme ça. Après, je pense que c'est vraiment un dossier compliqué, là, parce que je ne pense pas qu'on a le temps ou les ressources pour discuter de l'ensemble des composantes de ce mode. Mais globalement, c'est une bonne nouvelle. Non, mais non, attendez. mais j'essaie de résumer, là. J'ai J'essaie dit, de résumer. moi, c'est-à-dire investir dans le transport en commun, je veux dire, je ne voudrais pas donner d'autres exemples, mais je veux dire, on entend un projet de prolongement d'autoroute ou d'élargissement ou de construction d'un nouveau pont, puis on entend un projet d'investissement dans un réseau de transport en commun structurant. Je veux dire, entre les deux, je pense que là, c'est facile de dire que c'est mieux d'investir dans un projet de transport en commun structurant. Outre cela, comment? Donc, Non, sa non, question, c'est non. pas un peu comme la Tesla? Non, quand même. Quand même. Non, c'est pas vrai. Non, mais dans le sens où on investit quand même pour un service qui va pouvoir être utilisé par une certaine population. Il y a certainement des choses à bonifier dans le projet, mais c'est une infrastructure collective, là. Puis il y a des soucis, c'est peut-être sur la tarification, sur l'intégration avec les autres modes. Il y a plein de petits soucis qui entourent ce projet, mais ça demeure un projet de transport en commun qui va desservir quand même une partie importante de la population. Et on parle de capacité de transport énorme. Là. Ben oui, et de couverture temporelle, là. Ouais. Donc, alors, merci quand même. C'est une question très légitime. On en a une ici. On a beaucoup de mains qui se lèvent. Alors, on va essayer d'être juste. Là, on en a une question ici en arrière, oui. OK, je vais être assez rapide. En fait, je veux parler d'échelle et je veux parler de revenus relatifs des gens qui vont utiliser ces transports. On entend beaucoup parler du plateau Mont-Royal, puis on nous compare à Amsterdam, puis ça, c'est bien joli, puis ça concerne des gens qui sont quand même dans des revenus assez élevés, qui sont prêts à avoir des Bixi, puis qui sont prêts à avoir toutes sortes d'alternatives qui ont un coût, finalement, mais un coût qu'ils sont capables d'absorber. Puis quelque part, si on regarde notre pays, puis si on va dans l'interurbain surtout, je triche un peu parce que je connais Catherine, si on va dans l'interurbain, l'échelle du Québec et surtout du Canada par rapport à l'Europe, traverser l'Europe, faire 500 km, on traverse 7 pays, on fait 500 km ici, bon, on s'est rendu à Toronto. C'est un petit peu différent. Comment est-ce qu'on adresse la question de trouver des bonnes solutions interurbaines? On ne peut pas vraiment se comparer à Amsterdam, non? C'est une très belle question parce avec mon collègue, nous allons avoir un projet précisément pour évaluer des options technologiques dans les corridors qui relient les régions du Québec, là, parce que c'est une question complètement autre. Là. On a parlé beaucoup de transport urbain, on n'a pas parlé de transport interrégional et de transport interurbain. Et quand on parle de solutions et de conditions de déplacement, c'est très contextualisé. S'intéresser à qu'est-ce qu'on doit offrir entre deux régions, bien là, il faut quand même réfléchir davantage. On a très peu d'informations sur la façon dont les gens se déplacent. Donc ça, c'est déjà un problème. Je reviens quand même sur la première partie, sur les conditions économiques. Là. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, mais que quand quelqu'un fait un choix de localisation résidentielle, c'est pas certain qu'il tient compte des coûts de transport qui vont être associés à ce choix. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Ah, on veut une maison, puis là, on s'éloigne de la ville jusqu'à ce qu'on attrape la valeur de propriété qui nous convient. Mais on oublie, on met de côté les coûts qui vont être générés par les choix de transport qu'on va devoir faire. Et je l'ai dit au début,
vivre en banlieue, c'est beaucoup plus risqué. On a beaucoup plus de risques de faire un accident de la route parce qu'on va devoir se déplacer en auto pour faire des grandes distances. Mais ce n'est pas les seuls désavantages, là, mais il y a un calcul qui n'est pas nécessairement bien fait. On trouve que les propriétés au centre-ville coûtent cher, c'est très vrai, mais il y a quand même un coût qui est amené par le fait qu'on va s'éloigner, qu'on va devoir dépenser plus en transport, qu'on devient plus vulnérable au changement de tarification, notamment de l'essence. Donc, c'est ça. Il y a quand même plusieurs volets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce soir. Oui. Et les coûts de santé publique aussi Oui. qui entrent en ligne de compte. Merci beaucoup pour votre question. On en avait une, oui, ici, en haut là-bas, et après, on va descendre, oui, ici. Oui, monsieur. J'aimerais savoir s'il y a des études qui montrent la faisabilité et l'utilité de favoriser plus de résidences à proximité des stations de métro. Et j'aurais aussi une autre question. Est-ce que construire des lignes de métro souterraines, est-ce que ça... j'ai l'impression que ça coûte très cher à développer. En prolonger en surface, peut-être pour le futur? Je vais faire la première question, puis je vais laisser la main à Michel pour la deuxième. La question de valorisation, on parle beaucoup de valorisation foncière dans le voisinage des stations de métro. Donc, le fait que, effectivement, il y a des terrains où on pourrait augmenter la densité puis faire profiter de la proximité à ceux qui habitent au-dessus, ça, c'est quand même très exploré, là. Il y a des terrains qui sont étudiés par la STEM, de ce que j'en comprends, mais je ne suis pas de l'intérieur de la STEM. Mais c'est quelque chose qui est connu, qui a une grosse valeur foncière aux terrains qui sont à proximité du métro et éventuellement des gares du REM ou de train, là. Mais pour la deuxième question sur le coût de construction du métro, là, il y a quand même plusieurs enjeux techniques, mais je vais laisser Michel l'intervenir. Je vais reprendre surtout la partie pour sortir à l'extérieur. Il y a eu un choix. Je vous fais une histoire du métro de Montréal très rapidement. Là. Au début du 20e siècle, Montréal veut un métro comme New York, Boston, Londres, Paris. On ne le fait pas. La Deuxième Guerre mondiale, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Toronto se dote d'un métro sur fer en 1955. Jean Drapeau est élu. Le projet de métro est tout tracé. Lui, le maire Drapeau a décidé que ça va être l'arrêt au train. C'est une nouvelle technologie française. Lucien Saunier, qui est le vice-président, qui est le président de l'exécutif, lui a décidé que ça pourrait être le nouveau métro de Paris qui a été construit en 1955 sur pneumatique, le MP55. Il amène Jean Drapeau à Paris, il voit l'arrêt au train, il voit le train de Paris, puis il dit c'est celui-là qu'on veut. Et c'est la RATP, la Régie autonome des transports parisiens, qui a aidé à construire le métro de Montréal. Ce faisant, on ne peut pas sortir à l'extérieur, contrairement à Paris, parce que tout notre réseau est complètement fermé. Paris ressort, mais l'hiver, ce n'est pas possible. Les mécanismes, donc on doit construire le métro, ne peut se faire qu'en souterrain. Le REM est un système autonome sur rail. Et là, c'est une nouvelle technologie avec une nouvelle boutique arrière de contrôle. Et ça, on va pouvoir l'étendre et donc desservir des zones plus facilement. Il y a des avantages en souterrain. On n'a pas d'expropriation et tout ça, mais il y a des désavantages. Ça coûte cher du kilomètre. Oui. Oui. C'est l'histoire du métro la plus courte que j'ai entendue de ma vie. C'était un 2 minutes, top chrono. Ouais, c'est pas la première fois. Merci beaucoup. Michel, une question ici qui fait aussi référence, une question en ligne, en fait, qui fait référence à ces saisons. Hein. On n'y fait pas, on ne peut pas en faire l'économie. Question d'Hélène qui demande comment est prise en compte la spécificité de l'hiver québécois dans l'instauration des modes de déplacement durables. Quand même, on y revient. Hein. On nous le dit, le vélo, l'hiver, c'est un méchant... Oui, mais là où j'aimerais ça, problème. J'ai eu un panel avec l'ancien maire de Montréal dans lequel j'avais dit de toute façon, quand il neige vraiment beaucoup, il n'y a aucun mode qui va bien. Ça a été ma première réponse. La deuxième réponse, c'est que oui, il y a des jours où c'est... Bon, à moins d'avoir des extrêmes comme on en a à proximité, là, qui vont faire du vélo 365 jours par année, il y a quand même des jours où c'est moins agréable. Mais c'est pour ça qu'on parle de cocktail, c'est-à-dire qu'il y a d'autres alternatives. Et il faut aussi faire en sorte que nos réseaux vont s'ajuster en fonction de la température. On a le Bixi qui apparaît en avril, qui va repartir en novembre. Les réseaux cyclables, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. Puis il y a des projets qui ont été d'ailleurs annoncés aujourd'hui où on essaierait d'étendre le réseau blanc pour le vélo. Mais il faut aussi ajuster les autres modes en conséquence. On pourrait même ajuster la distribution des voies en conséquence. Considérant que l'été, il y a plus de cyclistes, on pourrait très bien décider de dédier des voies pour les cyclistes et de les rétablir l'hiver, sachant qu'il y a peut-être une demande qui est moins grande. Donc, il y a des façons d'ajuster l'offre et nos réseaux en fonction de l'utilisation et de la distribution des modes, parce qu'on sait que les gens vont faire... Il y en a beaucoup qui vont changer. Ils vont quitter le réseau de transport en commun pour la saison d'été. Ils vont se déplacer en vélo tout l'été, puis ils vont revenir dans le réseau de transport en commun pour la saison hivernale.
Donc, ça se gère très bien. On peut l'optimiser, on le comprend mieux maintenant. Mais il y a façon de mieux ajuster nos réseaux. Effectivement. Puis votre réponse, c'est vrai qu'en tempête de neige, là, il y a la marche. Oui. Il y a la marche. Ça se fait la marche, mais dans la rue. Dans la rue. C'est pas une super bonne idée non plus. Ben bon. On avait peut-être... Oui, on a une question ici en avant. Je prendrais monsieur, puis après ça, on irait... Bon, non, monsieur, là, ça fait longtemps, là, il lève la main. On va y aller avec la vôtre. Merci. Oui, allez-y. Dans le plan de mobilité durable du gouvernement provincial qui vient de sortir, il n'y a absolument rien en termes de désavantages pour l'achat de véhicules lourds. En Europe, ils utilisent beaucoup le système bonus-malus. Oui. Pourquoi le Québec n'est pas capable d'embarquer dans ce système-là qui pourrait donner quand même une avancée puis réduire? Parce que là, actuellement, on est rendu pour un véhicule sous compact, on a un VUS. On est 1 pour 1. Il y a 10 ans, on était 1 pour 5. Alors, il y a une croissance. Il n'y a pas de malus. Là. Alors là, je vais me tourner au gouvernement. Je vais me dire, pourquoi au Québec, il n'y a pas de... Est-ce que je peux vous citer? En fait... Non, mais c'est une très bonne question. C'est une excellente question. Parce qu'en fait, quand on a été exposé à la politique, je pense qu'il y a beaucoup de très belles choses dans la politique. Puis c'est à se demander pourquoi ils n'ont pas profité du fait d'annoncer toutes ces belles choses pour dire, bien, préparez-vous parce que dans telle année, il va se passer ça. Là, ça va bien, on va augmenter les alternatives, on va investir, mais pourquoi on n'a pas déjà annoncé qu'éventuellement, préparez-vous parce qu'on va basculer vers un mode où on va vouloir réduire effectivement l'attractivité de l'automobile. Mais là, je n'ai pas de réponse. C'est peut-être la réponse, ça s'appelle les élections générales. Des réponses dans mon panel? Mon panel, non. Oui, Jérôme. Ben, je peux rajouter quelques éléments. Ben, c'est un peu en lien avec ce que je disais. Là. Je veux dire, moi, là, j'habite à Blainville, là, je l'ai mon VUS. Je n'ai pas envie qu'on le taxe davantage sur son essence. Bien, évidemment, je ne vais pas voter pour le parti qui va mettre de l'avant ce type de mesures-là. Là. Parce que tout ce que je vois, moi, c'est ça va me coûter plus cher. Ça va me coûter plus cher, puis je ne les verrai pas tout de suite, les investissements en transport collectif qui vont prendre du temps à arriver jusqu'à chez moi, finalement. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, bien, on a de la misère. Les partis politiques sont réticents là, à venir mettre de l'avant ce type de malus-là qui sont très, très mal perçus de la population parce que, comme je disais, ça vient nous affecter assez profondément là, parce qu'on se base sur notre voiture pour faire tout dans notre vie. Donc, ben voilà. Je pense que ça résume bien quand même là, la raison. Là. C'est le défi, c'est d'être capable de convaincre les gouvernements de mettre en place, mais d'être capable de convaincre la population aussi que ça prend ça. Mais il faut développer les alternatives, puis après ça, on peut être mieux justifié d'implanter. Mais il faut le prévoir en même temps. J'aurais peut-être une sous-question par rapport à ça. À partir de combien de temps où le coût de l'essence est élevé qu'on voit un changement de comportement des consommateurs? Bon, là c'est une question qui est un petit peu... C'est-à-dire que si graduellement le prix de l'essence augmente, bien, graduellement, on va s'adapter. Le problème qu'on a, c'est que c'est drôle de le dire comme ça, c'est que les augmentations ne sont pas assez importantes ponctuellement. Il y a un processus d'adaptation qui se fait parce qu'il y a une augmentation qui est comme ça, mais on n'a pas de grosse rupture qui fait du jour au lendemain, le prix double. Une pièce et demie, là, ça commence à faire quand même une différence là, dans un budget. Quand il était à 1,10 il n'y a pas si longtemps. Là. Mais on a quand même une augmentation des ventes de VUS puis une augmentation des ventes d'auto. Donc là, on ne sait pas exactement. Il y a des postes budgétaires parce que le poste transport augmente et sans doute le poste alimentation ou autre va diminuer. Là, on sait bien, il faut couper quelque part. Mais voilà. On a une question ici au milieu, monsieur, oui. Puis après ça, on ira une question là-bas. Peut-être la dernière, il nous reste plus beaucoup de temps. On avait monsieur, je ne sais pas lequel des deux, là, donc battez-vous. Battez-vous. Oui, écoutez, on a parlé plutôt de tramway. Moi, j'ai quand même un certain intérêt pour ça. Je regarde un peu ces modes-là. Maintenant, ils sont sur infrastructure dédiée, donc c'est vraiment différent. Ça se rapproche un petit peu plus d'un métro, dû au fait, malgré qu'ils sont à l'extérieur, ils sont sur piste dédiée au lieu d'être directement sur la route. Écoutez, j'ai vu que la Maresse Plante avait quand même un intérêt à ce niveau-là, peut-être pour certains secteurs. Est-ce qu'il y a des opportunités ici à Montréal pour développer ce type de transport-là? Et est-ce que ça peut remplacer ou redistribuer en partie les réseaux d'autobus? Ça aussi, c'est une question compliquée. Je peux vous dire que dans mon laboratoire, on a fait récemment une présentation dans laquelle on a simulé le REM, la ligne rose, le prolongement de la ligne bleue, le prolongement de la ligne orange, jusqu'en haut, au loin, un petit peu par là. On a mis les SRB. On les a toutes simulés pour essayer de voir quels étaient les impacts sur l'accessibilité. Effectivement, il y a des combinaisons extrêmement intéressantes, mais à la base, les décisions devraient être prises en fonction de la quantité des personnes qu'on veut transporter ou qu'on prévoit ou qu'on veut vouloir transporter.
Puis ensuite, les modes vont venir avec ça. Il y a beaucoup d'analyses en Europe qui s'est fait sur le pouvoir structurant des tramways. C'est-à-dire le fait que ce soit fixe, il va y avoir sans doute peut-être une augmentation de la valeur à proximité parce qu'il y a une certitude qui va être encore là. Mais je dirais, il y a certainement des opportunités, mais quand on fait des études avancées sur ces modes-là, ça prend du temps, puis c'est pas pour rien, c'est pas nécessairement pour que ça soit long, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments à examiner en termes d'implantation dans le milieu urbain. Donc, sans doute qu'il y a des opportunités pour plusieurs modes de transport. En tout cas, à Québec, la réponse semble être oui. Oui, à Québec, la démarche a vraiment été extrêmement intéressante là, de révision du projet pour essayer de voir comment ça peut répondre mieux aux besoins et aux préoccupations des citoyens. En tout cas, il y a une certaine opposition, mais il y a bien des gens aussi qu'on a peut-être moins entendus, moins vocaux, mais qui étaient vraiment contents de savoir que le tramway allait passer à côté de chez eux. Là, là peut-être le transfert de l'auto vers le transport en commun, dans ce cas-là, aurait pu se faire. On va prendre une dernière question ici, monsieur, parce que quand même, là... Très bref. Oui, allez-y. Si on a une bonne idée, est-ce qu'on a un endroit qu'on peut contacter? Ça dépend. Une bonne idée pour une décision politique ou une bonne idée de recherche? De recherche. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, regarde, ils sont tous là. Vous êtes... Mettons qu'on l'a demain après-midi, là. Demain après-midi. Oui, bien... Vous... Ah, donc, il y a Nathalie ici qui dit que sur le site de Polytechnique, vous pouvez trouver la liste des expertises. Hein, oui, c'est ce que effectivement. Vous disiez, donc, ben voilà, c'est là que vous pouvez aller. Il y a quelqu'un qui veut vraiment en poser une. Oui, allez-y, on va en prendre une vraie dernière. Là. Ouais. OK, merci. Bon, alors, au début de la présentation, j'ai entendu dire qu'on avait les solutions en main pour encourager un transport plus durable et avoir des meilleurs... mais dans le fond, une meilleure éthique... mais des meilleures habitudes de société, mais qu'on ne les appliquait pas vraiment et qu'on se demandait pourquoi. Mais j'ai aussi entendu dire par madame à droite que, les publicités qui encourageaient la vente de... les publicités dans le domaine des automobiles étaient... il y en a vraiment beaucoup à la télévision et partout. Là. Oui. Et aussi que le lobby, ça aussi je l'ai entendu, était très puissant dans le domaine. Généralement, on n'entend pas trop parler du lobby dans nos sociétés parce que ça vient casser l'idée de démocratie qu'on se fait de nos sociétés. Mais il faut l'assumer, là, ça fait partie de la réalité. Et donc, je crois que c'est deux facteurs qui limitent énormément le développement durable. Et je me demandais si, à part des conférences comme celle-ci, on avait des moyens de s'en sortir et d'arriver à une espèce de conscience sociale. Mais là, je sais que c'est pas trop dans votre domaine. Vous avez mis la table des casseux de party. Oui, c'est ça. Ouais. Jérôme... oui, j'ai bien aimé, oui. Mais Jérôme est un étudiant en génie. C'est très juste hein, comme observation. Oui, totalement. Puis en fait, Jérôme, qui étudie en génie, va quand même aborder la notion de dépendance à l'automobile. Donc, ça préoccupe beaucoup parce qu'il y a des solutions qui sont techniques, mais il y a aussi des leviers qui ne sont pas nécessairement techniques. Alors, Jérôme, je te lance la balle. Bien, par rapport à la publicité, en effet, là, on se bat contre des centaines de millions de dollars investis en publicité automobile chaque année. On se dit, bien, comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça? Bien, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des mécanismes de taxation de cette publicité-là, puis d'aller dire, OK, on va aller chercher 5 10 de ce qui est investi là-dedans. Puis nous, on va l'investir dans des campagnes inverses, dans des campagnes qui vont monter le vrai côté de la voiture, finalement, ou qui vont être bien construites avec des spécialistes en marketing pour être capables en marketing social, comme on appelle, pour être capable, finalement, là, tranquillement, de convertir la population québécoise à avoir cette vision de la mobilité durable. Donc, cette idée-là de taxer d'abord la publicité, puis ultimement, peut-être même de la bannir la publicité sur les véhicules à essence, comme on a banni les publicités sur les cigarettes, par exemple. Oui. Donc, il y a à explorer ça. Voilà. Ben ouais, mais là, ça, c'est pas... on n'est pas là encore, on n'est pas là, c'est certain. En tout cas, on lance une idée. Merci beaucoup. Merci à votre... Oui, mais écoutez, on est déjà, déjà passé le temps, monsieur. On va devoir laisser passer cette question parce qu'on pourrait encore parler longtemps. Merci. Il y a les manettes. Merci beaucoup.